Bon, il brille ce karting, Maxime. Je crois qu'on est prêt, là. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu te sens comment, toi, avant le départ d'une course? J'ai pas mal de stress, mais je me réjouis vraiment de pouvoir prendre le départ et commencer la course. Bien sûr, on a des petites choses pour évacuer notre stress, par exemple notre check ou d'autres choses. Ouais, on va savoir tout ça durant l'émission. Sur le plateau de Fais voir ta région, Maxime et Cédric, allez, check avant de lancer le générique. Rodolphe, tu peux lancer le générique, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Fais voir ta région. J'espère que vous êtes en pleine forme parce qu'aujourd'hui, Feu Gaz, on fait le plein d'adrénaline avec le sport régional. Au menu du karting, du football et du handball. 3 disciplines pleines de passion. Nous recevrons sur le plateau Maxime Torres et Cédric Torres. Le duo revient sur son parcours, ses ambitions et aussi sur ses compétitions internationales, notamment le championnat Vega. Pour commencer, des nouvelles du foot avec le Stade Nyonnais. Vendredi soir, le Stade Nyonnais a livré une prestation solide face à Yverdon Sport dans un derby vaudois aux saveurs particulières à Colovray. Les Nyonnais ont accroché un match nul 2-2 face à une formation yverdonnoise armée pour jouer la montée en Super League. Pour les hommes d'Andrea Binotto, qui visent avant tout le maintien, ce point a de la valeur. On revient sur ce match en compagnie de Samir Abid. Vendredi soir, Colovray accueillait un duel 100% vaudois en Challenge League. Le FC Stade Nyonnais recevait Yverdon Sport. Sur le papier, l'affiche semblait déséquilibrée. D'un côté, Yverdon armé pour viser la Super League. De l'autre, Nyon qui se bat avant tout pour assurer son maintien. Mais sur le terrain, les Nyonnais ont tenu tête aux favoris. Score final 2-2. Un nul au goût de victoire pour les hommes d'Andrea Binotto qui confirment leur solidité face à l'un des cadors du championnat. C'est un bon point, on ne va pas se faire la fine bouche, c'est un très bon point contre une équipe qui joue la montée. Nous, notre but c'était de les embêter et voilà, franchement, on est content de ce point-là. Par rapport à nos objectifs, par rapport à ce qu'on a envie de construire, je pense qu'aujourd'hui on fait une grosse prestation. On a été vaillants, même si tout n'a pas été bon, mais on s'est battu et on a pris un point et c'est l'essentiel, quoi. Ils ont eu beaucoup la balle. On a essayé de s'adapter, bien pressé, rester compact. C'est ce qu'on a fait et bon, c'est quand même un bon point pris, je trouve. Est-ce que vous étiez en dessous ? Non, on n'était pas en dessous. On a joué avec nos armes et bon, ça a suffi pour prendre un point. Même si je pense qu'on pouvait en prendre 3 ce soir. Mais l'essentiel, c'est de ne pas repartir à 0 points. Parce qu'on a souvent fait l'erreur en fin de match. Et s'il fallait un symbole de cette belle soirée nyonnaise, ce serait sans doute Badara Diomandé. De retour après plus d'1 an d'absence, le milieu de terrain a signé un match plein et même un but précieux qui offre à son équipe un point important dans la lutte pour le maintien. Oui, j'ai hésité longuement à le faire démarrer. Aujourd'hui, la décision n'est pas tellement par rapport à ses qualités intrinsèques, mais plutôt par rapport à son état de forme, vu que ça fait quand même une année qu'il a quasiment pas joué. J'étais sur une bonne phase et je me suis blessé malheureusement. J'ai galéré pendant cette blessure, c'était pas facile, mais j'ai toujours cru en moi. Je me suis donné à fond pour revenir à mon meilleur niveau. Et là, je suis content de refouler les pelouses, même si encore, je sais que pour retrouver mon niveau, il faudra que je travaille encore. Et c'est en train de venir et j'ai confiance et ça va le faire. Petit à petit, il va regagner sa forme idéale et à ce moment-là, c'est clair que c'est un joueur qui, pour nous, est une plus-value. Vous êtes à 1 mois d'un match important de Coupe Suisse contre Xamax. C'est quoi l'état d'esprit là dans les vestiaires ? L'état d'esprit, franchement, on n'y pense même pas. On pense au championnat parce que c'est ça le plus important. La coupe, tu te fais éliminer, on n'en parle plus. Honnêtement, on n'en parle pas trop de ce match. Quand la semaine viendra, on parlera de ce match quand ça sera le week-end. Et là, on est focus sur Lausanne. On va déjà savourer ce point parce qu'on a perdu le week-end passé. Donc c'était important de bouger le classement aujourd'hui. Et on va savourer ce point et se préparer pour le prochain match de championnat. Du côté du foot des Talus, la pluie a joué les troubles faits et plusieurs matchs ont dû être annulés, notamment du côté de Prangin, Nyon, Gland et Bure-Saint-Roch-Perrois. Quelques rencontres ont tout de même pu avoir lieu en deuxième ligue, notamment Genelier-Beugnin qui s'est imposé 2-0 face à Grandson.
en 3e ligue. La deuxième équipe de Genelier-Benien s'est inclinée 3-2 contre Launay samedi soir, tandis que Cran a partagé l'enjeu avec Luc Dorigny. Enfin, Terre Sainte a remporté 3 points face à Saint-Pré et Gingin n'a toujours pas réussi à se défaire de Chêne-Aubonne. Score final 2-2. Prochaine rencontre, c'est mardi soir avec les 8e de finale de Coupe vaudoise. Il reste encore 2 clubs de la région du district en lice, notamment Cran et Bure-Saint-Roch-le-Perrois, à qui on tient les pouces. Du côté du handball, le HBC Nyon enchaîne 2 victoires en 2 semaines. Et quelle victoire! Hier après-midi, le club nyonnais s'est imposé en championnat contre Thun sur le score de 32-28. Mais le gros coup qu'ont réalisé les hommes de Lucas Soyer a eu lieu le week-end passé. On revient sur ce match en compagnie de Samir Abid. Le Handball Club Nyon a réalisé un exploit ce dimanche après-midi au Cossy. Devant un public plus nombreux qu'à l'accoutumée, le club s'est qualifié pour la première fois de son histoire en 8e de finale de Coupe Suisse. C'est incroyable. Déjà pour le club, ouais, ça a été dur. Dans une vie, ça n'arrive pas tous les ans. Les Nyonnais ont battu Zetal 44-38. Les 2 équipes évoluent en première ligue, la 3e division nationale. On savait que c'est une équipe qui n'avait pas beaucoup gagné en championnat. Ils avaient gagné seulement en coupe. On s'est dit qu'il fallait qu'on les arrête là. Dès le début du match, Nyon a pris l'avantage et l'a conservé jusqu'au coup de sifflet final. Les joueurs de Lucas Soyer ont misé sur une attaque efficace avec plusieurs actions conclues avec réussite. On finit à plus 6. On avait, je crois, jamais fait plus 6 durant la mi-temps. Donc ça montre aussi que physiquement, on est capable de tenir un rythme, comme d'habitude, je dirais, hyper intense tout le temps. Malgré cette performance, le coach a souligné que l'équipe n'était pas totalement dans sa meilleure forme et qu'il reste du travail avant le prochain tour. Je pense que le fond est là, la forme pas terrible. Et il y a encore beaucoup d'erreurs et trop d'erreurs faciles, je dirais, à ce niveau-là. Il va falloir faire mieux pour le prochain tour. On ne s'est pas mis au niveau de ce qu'on a fait cette semaine. Se dire ok, de les piéger, de jouer de telle manière, plutôt que d'aller jouer physique, de jouer plutôt intelligemment. Voilà. Et c'est ce qu'il faut qu'on arrive à gommer. On est encore trop jeune, trop naïf dans ce genre de choses. C'était pas des joueurs exceptionnels, mais c'est des joueurs qui jouaient propre, qui jouaient bien. Et voilà, il faut qu'on arrive à franchir ce gap parce que tant en attaque on est bon, tant en défense on se fait bananer un petit peu trop facilement. La Coupe Suisse est un rendez-vous important pour les clubs de ce niveau. Elle permet de se mesurer à d'autres équipes et d'accéder à des tours où ils peuvent rencontrer des clubs de division supérieure. Pour Nyon, cette qualification ouvre donc la possibilité de jouer contre une formation de première division. On joue assez bien, mais d'aller gagner la coupe, c'est trop ambitieux pour nous cette année. C'est pas un objectif. Cette victoire marque une nouvelle page dans l'histoire du club qui poursuit sa progression et attend désormais de connaître son prochain adversaire en coupe. Le plateau de Fais voir ta région s'est habillé aux couleurs du karting aujourd'hui. Entre passion, adrénaline et vitesse, on partage cette rencontre avec un duo père-fils qui cartonne dans la région. Ils viennent de Langéraud. J'ai le plaisir d'accueillir Maxime et Cédric Torres. Bonjour, bienvenue, salut. On se fait un check avant comme le départ de la course. Prenez place, je suis ravie de vous recevoir maintenant que le karting est prêt. C'est un vrai stand qu'on a réussi à construire ensemble. Ça, c'est le stand au fait de tous les week-ends, c'est ça Maxime? Oui, exactement. Avec sous la tente, le kart, toutes les affaires qu'on a toujours besoin pour tous les réglages et toutes les choses à remplacer sur le kart, c'est ce qu'il faut. Ouais, et on voit, à la maison, on ne pouvait pas sentir, mais il y a même l'odeur sur le plateau qui est là. Tout y est, ça brille, il y a la combinaison qui est là, le plan, enfin... On va parler de ta passion, surtout Maxime, le karting. Tu commences très très jeune. Est-ce que tu arrives à nous dire comment est-ce que tout a commencé? D'où elle est venue cette passion? Alors j'ai très vite été liée au sport automobile avec mon père qui faisait de la Porsche Cup classique. Et du coup, dès que je pouvais, je l'accompagnais sur les circuits. Et du coup, ça m'a vite plu. Souvent, je voulais monter dans la voiture pour faire comme si je roulais aussi pour faire la course. Du coup, une fois, on m'a fait tester un kart et là, j'ai très vite beaucoup aimé. Pourquoi? C'est quoi les sensations qui t'ont plu dans ce kart? La sensation d'aller vite, l'adrénaline. Souvent, quand on est avec d'autres personnes et qu'on se bat, on fait des dépassements, redépasser. C'est juste des sensations incroyables à vivre. La vitesse. Cédric, c'est une décision qui vous a surpris ou pas? Parce que finalement, voilà, votre fils vous accompagnait partout. Alors, non, ça ne m'a pas surpris, mais si j'avais su, j'aurais peut-être été faire autre chose, ramasser les champignons. Ce serait plus simple aujourd'hui. Mais non, c'était déjà un immense plaisir de partager ça avec mon fils. Je pouvais l'emmener sur mes courses de voitures historiques. Et puis après, un jour, on s'est dit, tiens, essaye un karting. Et là, par contre, j'ai vite déchanté, parce que ça lui a beaucoup plu. Il m'a dit, c'est ça que je veux faire.
Bah oui, parce que ça a un coût. On va en parler. Et surtout, quand on habite à Langiro, c'est pas facile de s'entraîner. Donc, à la maison, aujourd'hui, vous avez carrément un simulateur. C'est ça? Comment ça se passe? Comment tu peux t'entraîner aujourd'hui, Maxime, tous les jours? Alors, c'est pas un gros simulateur qui bouge et tout, mais on joue sur la PS. On a un volant et le siège. Et du coup, avec ça, je peux faire des jeux de voiture, pas de karting. Hein, mais c'est toujours un petit entraînement que je peux faire dessus. Et sinon, si on veut vraiment aller s'entraîner au karting, il faut aller quand même assez loin. Mais quand on dit assez loin, c'est carrément en Italie, en France? Oui, pour la compétition, on s'entraîne surtout en France. Mais quand il y a des compétitions en Italie, on est obligé d'aller rouler en Italie, ce qui fait quand même assez loin. Ouais, ça veut dire que toute la famille vient un petit peu aussi au rythme de ces organisations, de ces entraînements. Qu'est-ce que ça demande concrètement, Cédric? Alors, beaucoup de logistique, beaucoup de préparatifs, parce que le roulage sur le simulateur, sur la PlayStation, c'est pas suffisant. Donc il faut aller rouler le plus possible. Donc ça demande des sacrifices au niveau temps de famille, au niveau anniversaire avec les copains, au niveau autres activités. Et puis si la famille n'est pas derrière, effectivement, c'est pas jouable. C'est quasiment pas possible. Ouais. Alors aujourd'hui, cette passion est devenue plus qu'un hobby, puisque Maxime, tu concours auprès des meilleurs, notamment le Vega Trofeo. Alors on va voir quelques images et tu pourras nous les commenter. Ces images, elles viennent d'où? Alors déjà, on a le bruit qui est là. Où est-ce que c'était exactement, Maxime? Alors là, c'était une des courses à levier. C'était une course où je crois que j'étais pas partie super bien placée, mais du coup, je devais tout faire pour remonter. Il me semble que ça s'était assez bien passé. Du coup, quand ça se passe bien, on est toujours très content. S'il n'y a pas de problème, c'est déjà superbe. Là, par exemple, on a les grands départs où c'est là où il y a énormément de pression au premier virage. On espère de tout cœur que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas d'accrochage, ce qui est assez souvent dans les courses. Oui, parce que ça fait partie de l'expérience. Il y a eu des mauvais départs, on va y revenir, mais ça c'est pour plus tard. Mais Cédric, quand on parle des courses Vega Trofeo, c'est les meilleurs. Aujourd'hui, Maxime, on parle avec beaucoup de modestie, mais c'est pas rien de concourir auprès et dans ces courses-là. Il y a deux championnats en Suisse. Il y a le championnat suisse et le championnat Vega, qui ont de l'unanimité de tous un très haut niveau, qui ont beaucoup d'engouement et donc aussi un très haut niveau. Et c'est au championnat Vega qu'on s'est engagé parce que c'est les courses les plus proches. Mais cette année, c'était surtout en catégorie junior. C'est les 12-16 ans, une trentaine d'acharnés à chaque fois. Puis ils ont l'impétuosité aussi de leur âge. Donc forcément, quand on est au volant d'une machine qui peut atteindre les 120 km/h, à cet âge-là, ça ne passe pas toujours facilement. Donc il faut un peu tout gérer. C'est un gros stress pour le pilote, mais aussi pour le mécano et le papa qui est en bord de piste. Ouais, justement, comment vous vivez ces moments-là? Est-ce que vous arrivez à mettre le côté papa de côté ou c'est pas possible? C'est le mécano qui est là. Comment vous gérez ces moments-là de tension? Déjà, il faut s'imaginer c'est vraiment comme dans le sport automobile de haut niveau. Il y a des gros teams qui sont là et qu'on est quasiment les seuls, où il y a très peu de petits teams où on est sous la tente familiale, on va dire, avec le papa mécano. Je suis quasiment un des seuls en Vega. Et du coup, le stress du mécano, c'est de s'assurer que tout est prêt, parce que moi j'en ai fait aussi. C'est une erreur et puis quand il part, on sait que ça va pas le faire. Mais j'ai un peu la double peine parce que dans le coin des mécanos, j'ai aussi le stress du papa. Donc quand il arrive à 120 km/h au bout de la ligne droite et qu'il plonge pour dépasser quelqu'un, j'ai une petite, voire une grosse angoisse en plus en me disant est-ce que j'ai bien purgé les freins, est-ce que j'ai bien tout réglé, parce que à cette vitesse-là, ça pardonne pas. Ouais. Maxime, est-ce que tu as déjà dit à ton papa, mais allez papa, lâche prise, là ça va le faire? Non, je lui ai pas toujours dit ça. Enfin, je lui ai quasi jamais dit ça. J'y pense pas trop. Je pense plutôt à comment va se passer ma course et je me concentre plutôt à comment je vais la gérer et comment ça va se passer. Ouais, on parlait tout à l'heure, justement, pendant qu'on installait le plateau, des mauvaises expériences, parce que c'est celles qui vous ont aussi enrichi. Quand on parlait tout à l'heure, il faut faire attention aux moindres petits détails. C'est quoi, par exemple? Il y a eu, je crois, une fois où il y a eu un pneu percé. C'est ça? Est-ce que tu peux nous raconter, Maxime? Une fois, on devait se dépêcher de changer les pneus pour partir aux qualifications.
Et c'est là qu'on a une petite vis qu'on a oublié de dévisser pour mettre le pneu est resté. Du coup, on a mis le pneu, ce qui a déchiré le pneu sans qu'on le voie. Et du coup, je pars pour les qualifications. Et là, pneu crevé. Du coup, au premier gros freinage, d'un coup, je perds l'arrière et je me sors dans les graviers. Et là, tout s'arrête. Oui, j'ai pas pu ressortir, vu que c'est vraiment des gros graviers. C'est impossible de ressortir. Du coup, mauvais chrono. Et du coup, pour les courses d'après, j'ai dû repartir mal classé et essayer de remonter le plus possible. Ouais. Bon, ça ne s'est pas arrêté là, hein, parce qu'on a vu toutes ces courses. C'est quoi le plus beau de tes souvenirs? Ça serait lequel? Certainement les meilleurs résultats. La première fois que j'ai fait peut-être un top 10, il faisait très chaud d'ailleurs, c'était très difficile. Et quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, je me suis dit c'est bon, c'est fait. J'ai fait mon premier top 10, j'étais juste super heureux. Donc tu préfères courir notamment quand il pleut, c'est ça ce qu'on doit comprendre? Alors, ça m'est égal. Après, la pluie, ça a toujours un côté fun. Mais après, il faut quand même rester très concentré et faire le mieux qu'on peut pour la course. Et dans le top 10, tout ça à 12 ans, mesdames et messieurs. Bon, on va faire un petit tour du stand. Si vous le voulez bien, je vous suis. Donc, on parlait de tous ces détails-là. Maxime, tu peux venir avec moi. Alors, ce kart, déjà, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, je crois que toi, tu fais 45 kilos, si on peut le dire. Donc, oui. Il doit faire quel poids? Du coup, lui, il est à 100 kilos, vu qu'on est obligé d'être à un poids minimum. Tu peux t'installer juste derrière, là. Vu que moi, je serais trop léger, avec le kart, on est obligé de rajouter du plomb derrière et sous le siège, pour le plus possible à gauche, pour équilibrer le poids qui est normalement déséquilibré, vu que le moteur qui est à droite... Donc là, c'est le moteur. Ouais. Le moteur qui est à droite, il est quand même plus lourd que de l'autre côté. Du coup, on met un maximum de kilos sur le côté. Et du coup, là, on voit une pièce aussi. Ça, par exemple, ça a son petit poids. Oui, ça, c'est 1 kilo. On l'a mis à l'avant pour que ça équilibre un peu plus de poids vers l'avant. Et que du coup, ça passe mieux pour les virages. Du coup, avec tout ce laisse, j'arrive à 145 kilos, qui est le kilo minimum pour la Vega Trofeo. Après, suivant les autres courses, il faut rajouter ou enlever du poids. Ça, c'est différent les règlements. Donc, il y a plein de règles. Et là, dans ton volant, je vois qu'il y a des boutons. Qu'est-ce qu'on voit? Ici, c'est le petit écran que je regarde quand je roule. Ça me montre les chronos, la température moteur. Parce que la température eau, c'est ce qui refroidit le moteur. Et ça me dit si c'est trop chaud ou trop froid. Et ça me dira s'il faut que je fasse plus chauffer en montant ça ou il faut que ça se refroidisse. Et je baisse ça. Ça fait rentrer plus d'air et ça refroidit plus. Donc ça veut dire que parfois, tu dois lâcher le volant? Oui, mais si c'est en ligne droite, ça me gêne pas du tout. Du coup, je le fais vite comme ça et je suis déjà prêt pour le virage. Ouais, ça a l'air incroyable. Et on voit là, il y a toute la table de préparation. On va revenir juste un petit peu par ici. Donc là, il y a tous les outils. Donc là, c'est la partie mécano. Cédric, c'est pour vous. Voilà. Quels sont les outils indispensables qu'on prend à chaque fois? C'est mon bureau du Vous pouvez venir week-end. là derrière, c'est votre bureau. Alors moi, je n'ose pas toucher, Cédric. Et là, c'est comme le kart. On a dû apprendre beaucoup de choses, beaucoup d'outils qu'on a dû découvrir. Le plus indispensable, celui qui fait gagner le plus de temps, c'est la visseuse dévisseuse. On apprend sur le tas, j'imagine quand même, non? Oui, alors on s'adresse soit à des équipes mais qui ont souvent leur mécano et qui vont prendre en charge la mécanique, mais ça aussi, ça a un coût. Ou alors, il faut, au contact d'un apprendre au fur et à mesure pour tout le réglage et même pour les outils. Donc on voit là la caisse à outils, caisse essentielle, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir tout réparer sur place et tout monter. Qu'est-ce que ça implique? En fait, il faut se rendre compte que sur une journée de karting, on passe plus de temps en mécanique et en réglage que de roulage. Donc il y aura quasiment plus de temps à changer les pneus, à changer les couronnes. Les couronnes, c'est ça, c'est les rapports. Comme dans une voiture, les différents rapports qui vont correspondre à différentes températures de la piste, à différents circuits aussi. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choix à dernière minute?
il y a tout le temps des choix de dernière minute. Ça, c'est insupportable. Soyons clairs. Ça va dépendre du pilote, en fait, en fonction de comment il se sent. Ça va dépendre du moteur, ça va dépendre de la piste, de la température, de l'état des pneus. Et donc Maxime a son mot à dire, c'est-à-dire que selon son état émotionnel, on peut l'appeler comme ça, il va y avoir un impact sur le matériel qui est utilisé. Absolument, absolument. Il y a énormément de choses à régler sur ces cartes de compétition, choses qu'on ne savait pas non plus aussi en commençant, mais absolument tout, la largeur des roues, l'axe, l'inclinaison des axes, les couronnes, les différents rapports, en fonction des différents moteurs, parce que ça peut aussi changer, ça peut changer en fonction du carburateur. Et donc aussi, le mot final, c'est quand même le pilote qui doit le donner. Ça va dépendre de son expérience aussi. Là aussi, il a une grosse phase d'apprentissage, et c'est sa première année d'apprentissage, parce qu'il va demander différentes choses en fonction de son ressenti. Ouais. Et là, je vois, c'est quoi? C'est un planning? C'est les notes, c'est le relevé justement de toutes ces informations. Les températures moteurs pour son bon fonctionnement, les températures de l'eau, les largeurs de voie, et qui vont nous donner un chrono différent. Comme ça, quand on revient sur la piste ou le lendemain, le jour de course, on a repéré quels étaient les meilleurs réglages et quelles étaient les meilleures conditions pour que le pilote puisse exploiter au mieux son karting. Ouais, Cédric, merci pour ce petit tour d'horizon. Maxime, on va encore voir là-bas le plan si tu le veux bien. On va venir juste ici. Là, c'était quelle course? Alors là, c'était la Vega. Le dimanche, du coup, c'est le jour où il y a toutes les courses. Du coup, si on rate les rendez-vous, c'est fichu. Au tout début, on a les warm-up pour chauffer les cartes le matin parce qu'ils ont passé toute la nuit. Donc ça, c'est un petit peu une bible, c'est ça? Oui. Si je te comprends, cette fiche-là, elle donne le programme de toute la journée. Ouais. 6 minutes, c'est à 6 minutes près. Tout est très détaillé. Oui. Après, on a les qualifs qu'il faut aussi vraiment pas rater vu que ça va donner l'ordre de départ pour les 3 courses qu'on a. Et du coup, si on les rate, on a des tours en moins. Et déjà que ça dure pas beaucoup de temps, et un tour en moins à cause du retard, ça peut être fatal. Voilà. Forcément. Et là, ce plan, vous le recevez combien de temps à l'avance? Est-ce qu'on le découvre le jour de la compétition, le jour de la course, ou vous le recevez avant? Ah non, on connaît déjà les circuits, c'est pour ça qu'on va s'entraîner plusieurs jours avant. Là, par exemple, nous, on a imprimé ça comme ça, si on aimerait dire où on a des problèmes ou donner n'importe quel détail, on peut dire à quel virage c'est. Et du coup, sur le plan, ça aide beaucoup. Très bien, on a fait le tour de la tente. Merci beaucoup. Prenez place, on retourne s'asseoir. Maxime, ton moment préféré, parce qu'on le disait, il y a beaucoup d'installations, beaucoup moins finalement que la course, c'est lequel? Est-ce que c'est des moments qui te plaisent, toute cette préparation là, ou pas forcément? Quand même moins que la course, vu que j'aime quand même moins ça. Après, la mécanique, des fois, il y a quelques petites choses cool, mais sinon, tout mettre en place, c'est pas ultra fun. Ouais, c'est pas la partie préférée, mais je pense que c'est important, Cédric, non? Parce que ça permet de comprendre aussi. Il y a eu des coureurs, des pilotes notamment très fameux. Je sais pas si on peut citer quelques noms, mais qui disaient il faut vraiment connaître la machine avant de pouvoir courir. C'est des moments importants, je pense. Absolument, et je crois que tous les pilotes le disent. La clé, c'est le roulage. Il faut rouler le plus possible. On voit ceux qui sont en tête du championnat, ils roulent quasiment tous les week-ends, ils roulent très souvent. Ce qui n'est pas non plus sans poser de problème avec les occupations familiales ou même avec l'école. Mais plus on roule, plus on acquiert d'expérience et plus on est rapide. Donc c'est vraiment la clé de tout. Mais chaque fois qu'on va rouler, même pour l'entraînement, alors il y a d'autres pilotes et puis ça finit généralement aussi par rouler ensemble, ça finit en bagarre et ça c'est pas pour déplaire non plus aux pilotes. Ça c'est l'esprit de compétition. C'est qui tes modèles, Maxime? Ton top 3? C'est difficile à dire. Après il y a vraiment... Si je voudrais être un pilote, ce serait certainement ceux qui ont eu les meilleurs résultats. Par exemple en Formule 1, par exemple Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Niki Lauda, etc. Ce serait incroyable de devenir comme eux. Après, on sait que ça va être extrêmement difficile et que du coup, faudra avoir le plus d'entraînement possible pour arriver à leur niveau. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on dit possible, Cédric, quand on a un enfant, on lui dit ouais, vas-y, fonce, on est derrière. Ou comment on gère ça? Alors, c'est une question extrêmement pertinente. C'est impossible de dire à son enfant ça n'arrivera pas.
Par contre, c'est important de lui faire comprendre et de lui rappeler que statistiquement, c'est très, très, très peu probable. Il faut garder la tête sur les épaules. J'aimerais revenir sur quelques images que vous nous avez apportées, qui reviennent un petit peu sur toute cette histoire et qu'on va voir ensemble. C'est des photos que vous avez préparées ensemble. Maxime Torres, très joli dessin. Grandi proche de la course. Donc ça, c'était les tout premiers instants où vous partiez déjà. Il y avait cet esprit vitesse qui était là, Cédric. Oui, exactement. C'est ça que je regrette maintenant. Mais non, je plaisante, mais il a très vite pris mon casque et puis il s'est toujours amusé à aller toujours plus vite avec tout ce qui roulait. Et puis, là, un essai de carte location. Donc justement, ça a été les premiers instants, hein, Maxime, tu disais. Oui, ça c'est dans les premières fois qu'on m'a fait tester. Du coup, il y a eu aussi les premières courses. Ma première course, d'ailleurs, sous la pluie, qui, je me rappellerai toujours. Premier virage, je me suis ratée, partie en tête à queue. Je repars dernier, mais j'ai pu remonter, il me semble, jusqu'à la 4e place. Vu que beaucoup de personnes faisaient aussi des têtes à queue, il n'y avait pas que moi au premier virage. Et du coup, j'ai continué et j'ai adoré. Ouais. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui de Maxime, selon vous, Cédric? Parce qu'il y a forcément un petit truc en plus. C'est quoi aujourd'hui? Maxime m'impressionne à chaque fois qu'il monte sur un kart, que ce soit location, que ce soit compétition. Il a une résilience et d'abord une envie et une motivation, ça c'est sans appel, mais il a toujours, déjà en montant la première fois, il a déjà été très, très rapide, assez vite, mais ensuite il a beaucoup progressé, il a montré une progression assez impressionnante, toujours et tout de suite des trophées, en carte de location, avec des trophées assez rapides. Ils sont plus durs maintenant à aller chercher en compétition, très clairement, mais ce qui m'impressionne le plus, c'est sa volonté et le fait de ne jamais rien lâcher. Ses premières courses, il l'a dit, il finit dernier au premier virage et il repart le Je suis obligée de vous interrompre, comme les champions, là on voit pas du vrai champagne, c'est pas du vrai champagne, on le précise, hein. Mais on voit il y a déjà la pause, les podiums, les trophées qui sont là, et puis des copains, et puis ce quotidien à jongler avec l'école, Maxime. Ouais, parce que j'ai quand même beaucoup de chance vu que mes parents m'ont inscrit du coup en sport-études et j'ai besoin des fois de congés pour aller sur les compétitions et partir les vendredis. Et là, j'ai beaucoup de chance et souvent, on accepte mes congés et je peux partir les vendredis, aller rouler pour les compétitions de karting. Ouais. Première compétition locale, quand on dit locale, c'est où? C'est par exemple quand un circuit organise une course chez lui, c'est pas vraiment sur plusieurs circuits, c'est une petite course sur son circuit. Du coup, c'est plutôt les personnes qui roulent plutôt ici. Il y a un petit peu quand même moins de niveau, mais c'est toujours super bien pour progresser et apprendre comment gérer les courses. Et il y a une tendance, hein, Cédric, parce que vous me le disiez en préparant cette émission, qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont là et qui se poussent les uns les autres pour pouvoir faire de la compétition et du karting. Alors, de notre courte expérience, que je note, il y a un engouement qui est croissant, que ce soit en carte de location. D'ailleurs, toutes ces courses juniors, comme on les appelle, en location, elles sont grandissantes. Tous les circuits alentours s'y sont mis. Et les premières courses, ils étaient 8 et maintenant, ils sont une trentaine. Et en compétition, cette année, c'est pareil. La catégorie junior, c'est la plus importante du championnat. Ils sont une trentaine. Donc, on note l'engouement sur ces différents niveaux. Ça facilite les choses, forcément, parce que du coup, on peut partager du matériel ou ça ne se fait pas? Quand on ça se fait pas, hein? Non, ouais. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Surtout en compétition, ça reste une compétition, ça reste du sport automobile. C'est très compétitif et très confidentiel. Donc même les résultats sur les chronos, les réglages ne se partagent pas. Même à cet âge-là, ils cachent déjà sur leur carte les différents réglages pour pas qu'on puisse les apercevoir, sauf à l'intérieur d'un team, de nouveau, d'une équipe. Mais sinon, c'est très, très compétitif. Ouais. D'où le soutien de la famille qui est primordial. Et puis cette team, aujourd'hui, elle est composée de qui, Maxime? Est-ce que tu peux nous la présenter? Qui t'accompagne aujourd'hui quand tu pars en compétition et que tu es comme ça, sous la tente? Toujours, du coup, mon papa qui vient faire tout le mécano. Après, souvent, il y a aussi mon grand demi-frère qui vient
qui vient aussi aider, par exemple, nettoyer le kart, etc. Et qui vient aussi regarder. Du coup, ça, j'aime bien. Ah, juste là, c'était un entraînement en Italie. Je coupe quand même parce que c'est quand même fou. On a croisé Kimi Antonelli qui maintenant roule en Formule 1 chez Mercedes. Et il a pu signer mon casque qui est juste là. Donc c'est le casque bonheur. Voilà. C'est un rêve, tu dis. Ouais, c'était incroyable de le voir comme ça. Et en plus, sur le même week-end, il y avait Kimi Raikkonen qui a aussi signé mon casque. Du coup, maintenant, il est juste incroyable, le casque. Donc, il est gardé précieusement. Quels conseils est-ce qu'ils t'ont donné? Est-ce qu'ils t'en ont donné? Alors, on n'a pas vraiment parlé. On a vraiment juste fait la photo et signé et les remerciements, du coup, pour ça. Oui, Cédric, qu'est-ce que vous dites à votre fils aujourd'hui de garder de tous ces moments-là? Parce que j'imagine qu'il y a la vitesse, tout va très très vite. Quel conseil est-ce que vous lui donnez? Le conseil du mécano et du papa? Alors en kart, maintenant, j'ai dû me résigner, j'ai plus de conseils à lui donner. C'est lui le pro. C'est lui, il est plus rapide. Il a maintenant, surtout cette année, il a acquis une expérience qui lui permet de me dire ce qu'il veut changer, ce qui ne va pas. Et ça, c'était assez extraordinaire, la vitesse à laquelle il l'a fait. Simplement, je m'assure qu'il se rende compte, et ça, il s'en rend bien compte, de la chance qu'on a de vivre ça. Et que chaque week-end, chaque course, c'est quelque chose de gagné, ne serait-ce que d'y participer. Chaque moment est unique, finalement. Exactement. Prochains objectifs pour toi, Maxime, c'est lesquels? Quels sont les challenges que tu aimerais relever? Alors là, on ne sait pas encore trop ce qu'on va faire en 2026, vu qu'il va y avoir des changements moteurs en Vegas, ce qui va pas aider. Du coup, on va voir peut-être faire quelques courses pour voir en championnat suisse, peut-être faire d'autres compétitions où on change toujours de moteur, comme ça. On tire au sort les moteurs et comme ça, il n'y a pas des personnes vraiment plus favorites vu qu'elles ont toujours les meilleurs moteurs. Ça, ce serait bien qu'on puisse faire. Donc ça rétablit finalement, ça redistribue les cartes. Et puis quand on parle de changement de moteur, il y a un changement qui est très important qui va venir. C'est forcément l'arrivée de l'électrique, Cédric, on en parlait tout à l'heure. Comment est-ce que ça vient peut-être changer tout ça? Comme dans l'automobile, il y a des voitures électriques qui arrivent. Et là, on a vu cette année les premiers cartes électriques arriver sur le championnat et les premières participations avec des excellents résultats. On a fait des rencontres aussi extraordinaires. Ça aussi, c'est quand même un monde où ça reste compétitif, mais Maxime s'est fait des super copains qu'il va garder toute sa vie. On a aussi rencontré des gens qu'on va garder toute notre vie, dont un ami qui est l'importateur maintenant des cartes électriques. Et c'est comme dans l'automobile, on ne peut que admirer et se dire, dans quelques années, ils seront tous électriques probablement, parce que ça marche aussi bien et ça ne fait pas de bruit. Ouais. Est-ce que ça c'est vrai, Maxime? Est-ce que ça marche aussi bien? Est-ce que toi, ça te plaît tout autant? Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'essayer. Est-ce que l'électrique, ça roule pareil? Alors moi, je n'ai pas eu l'occasion de rouler l'électrique, mais des personnes qui ont roulé, ils me disent tous que c'est super. Au début, ça nous fait bizarre qu'on n'a pas le son, mais très vite, ils disent qu'après 2 tours, ça ne dérange plus et on se concentre surtout sur la conduite et voir comment on peut mieux passer avec les cartes électriques. Donc l'enjeu, la vitesse, on y est, Cédric, et c'est peut-être, il y a quoi, le poids qui doit encore être amélioré? Le poids qui est légèrement supérieur aux cartes thermiques et puis surtout la gestion de la batterie. Pour l'instant, une charge permet de tenir 20 à 30 minutes, ce qui est suffisant pour une course, mais il y a généralement plusieurs courses sur un week-end ou sur une journée. Et surtout, il y a 20 à 30 concurrents qui vont vouloir charger leur batterie. Et là, les circuits ne sont pas encore adaptés. Ouais, donc on disait ces prochains objectifs aussi à l'international, ces devoirs et ces trajets. Donc là, l'école qui revient, qui font beaucoup d'heures, les premières interviews à suivre aussi sur les réseaux sociaux, le sponsor aussi, les sponsors qui sont très importants, on n'en a pas parlé ici, mais finalement, il faut savoir tout faire. Oui, oui, effectivement. En tout cas, les sponsors aident beaucoup parce que c'est quand même un sport qui coûte assez cher et du coup les sponsors sont vraiment très précieux. Ça a été facile d'en trouver? Oui et non.
Et on a eu des sponsors qui sont des proches, plutôt proches de nous. Après, on a récupéré de la Porsche classique, ce qui est aussi très bien. Il a piqué mes sponsors, en fait. Ah, bah voilà. Compétition entre père et fils aussi. Les entreprises de la région, Cédric? Qui sont de la région, oui, de Gland, de Genève, et qui sont des proches. C'est plus du mécénat, c'est plus du soutien que du vrai sponsoring. Mais sans eux, effectivement, ce ne serait pas possible. Ouais, si on pouvait justement avoir une fourchette de prix, sans rentrer dans vos confidences à vous, combien ça coûte pour pouvoir faire un tel sport mensuellement? Est-ce qu'on a une fourchette de prix que vous pouvez nous donner? Alors, c'est là qu'on doit partir, non? Non, c'est un sport onéreux. Je vais essayer de rester très succinct. Le carte de location, c'est courses juniors. C'est déjà des super occasions de rouler. C'est à peu près 80 francs les courses. Il y a plusieurs courses en location. Il y a d'ailleurs des cartes électriques maintenant aussi en location. Après, quand on arrive sur le carte de compétition, tout dépend si on veut faire du roulage pour le plaisir. Là, il y a l'achat du matériel, mais on peut trouver du matériel d'occasion, on va dire une fourchette entre 2000 et 5000, alors que les cartes valent 8000 à 10 000 neufs. Et puis après, il y a la participation à la compétition. Et c'est là que ça se complique, c'est là que ça devient très compliqué, parce que le coût d'une Vega, par exemple, l'inscription, c'est les inscriptions plus le train de pneus qui sont obligatoires, c'est à peu près 2000 francs par année pour 5 week-ends de course. Sauf qu'à ça, il va falloir ajouter le matériel, le déplacement, les hôtels, les roulages, l'essence, la licence, etc., et la participation dans un team. Donc dans les top teams, ça coûte jusqu'à 2000 francs la journée de roulage, et il y en a qui peuvent faire 5 jours ou 4 jours de roulage pour une journée de compétition. Donc on arrive très vite à 50 000 francs par saison, par année, sans passer par un team. Et puis souvent, on récupère les pneus qui ont moins roulé. Il y a plein de solutions. Par contre, on ne pourra pas espérer un classement identique. Et ça, c'est quand même très frustrant. Mais j'imagine. Il y a des teams, des équipages qui s'en sortent à 8 000 francs par année pour la Vega. Tous les budgets que j'ai entendus, c'est plutôt 10 à 15 000 francs par année. Bah oui, quand on voit 18 courses sur l'année 2025, forcément, ça fait un budget. Plus qu'à espérer que tous les enfants de la famille n'aient pas la même passion. Oui, exactement. Bon, sauf que ma fille, c'est plutôt le cheval, donc j'ai peur de découvrir les coups du cheval. Ça sera pour la suite. Maxime, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à l'avenir? Quel serait ton plus grand rêve? J'imagine devenir pilote. Pilote pro, ce serait juste mon rêve, mon but. Parce que pouvoir en faire un métier, un sport que j'aime autant, ce serait juste le bonheur, ce serait incroyable. Après, je sais que ça va être dur d'être vraiment dans les meilleurs des meilleurs des meilleurs. Mais si on veut y arriver, il faut tout faire, il faut tout donner. Et ben voilà, on va rester sur ces jolies paroles. Prochaine compétition, on peut te suivre, notamment sur les réseaux sociaux, puisqu'on l'a vu tout à l'heure. C'est pour quand? Alors, la prochaine course, on va peut-être en novembre aller faire les Yame Final Games en Italie. Du coup, là aussi, il faudra aller rouler là-bas pour s'entraîner. Et sinon, après, ce sera plutôt vers le début de saison 2026 où il y aura des nouvelles courses. Eh bien, tu viendras nous raconter tout ça, on prendra de tes nouvelles. Rendez-vous donc en Italie sur la ligne d'arrivée. Allez, je te fais un check porte-bonheur. Cédric aussi, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. On se réjouit d'avoir de vos nouvelles à la maison. Donc, partagez-nous aussi vos passions. Pourquoi pas? Faites vivre le sport de la région. On se réjouit de vous retrouver, nous, à partir de demain sur le plateau de Fais voir ta région. Ciao, ciao.